Moi, c'est Mathieu Annemian du laboratoire des interactions plantes-microbes-environnement sur Toulouse. Du coup, j'avais un petit peu cette question, enfin, c'était une remarque. Alors, des fois, je me pose un petit peu la question par rapport à ton petit schéma que tu as fait là, que tu disais que tu utilisais ça pour tes cours, de savoir, tu vois, est-ce que, enfin, dans certains cas, ça paraissait assez évident qu'il pouvait y avoir un trade-off entre deux traits et que quand l'un va être affecté positivement, l'autre va être négativement. Mais par rapport à la fixation de certaines parties du génome, je me demandais si des fois il ne pouvait pas aussi y avoir le fait qu'on ait déjà fixé une partie du génome, est-ce qu'il ne pouvait pas y avoir en fait des liens génétiques en fait entre certains traits et que du coup ben, ils sont figés, tu vois, et tu n'arriveras plus Tout à fait. à. Enfin, et que de rebriser ces liens, en fait, en refaisant des croisements, tu n'allais pas pouvoir refaire émerger à nouveau un compromis, parce que là, le lien entre reproduction, efficacité de la reproduction et la quantité de lait, pour moi, enfin, je vois pas pourquoi il serait impacté de manière enfin, anticorrélée, tu vois. Donc, D'accord. En fait, c'est beaucoup des problèmes, si tu te ramènes à une question, les 2 sont vrais, hein, je te remercie pour cette question. C'est-à-dire que, pour le cas du lait et de la production, c'est que tu vas avoir aussi un problème d'allocation des ressources, hein. Ça veut dire qu'à un moment, la vache, elle produit du lait, on va l'inséminer, elle est encore en production souvent et du coup, bah, elle a le veau à faire naître et enfin voilà, il y a plein de choses qui font que tu verras d'ailleurs si tu regardes des vaches Holstein, elles sont très, très maigres. Enfin, c'est pas une race que je trouve très, très jolie, mais après c'est très personnel. Mais elle a vraiment on voit vraiment le bassin, la trochanter là qui est vraiment très, très saillant. Mais c'est comme ça, c'est-à-dire que vraiment elles investissent tout dans la production, la sélection a fait ça. mm, Après par ailleurs, le fait qu'on ait de la fixation, c'est vrai, ces histoires-là, parce que au moment où typiquement quand je présentais la domestication, on a choisi assez drastiquement et arbitrairement sur certains caractères, mais par entraînement, on a pu fixer des régions du mm, génome qui étaient potentiellement intéressantes. Donc, revenir sur des apparentés sauvages nous permet aussi également de retrouver des choses, pas forcément de revenir sur ces critères de domestication, mais sur des choses qui auraient pu être liées à ça. Et comme on est parti d'une base extrêmement réduite génétiquement, effectivement, ces choses fixées ne peuvent pas revenir. On a beau recroiser, on ne retrouve pas ces combinaisons. Et donc là, bah, c'est plus en plante, hein, mais on commence à entendre beaucoup parler de phénomènes de dédomestication ou redomestication en mm. reprenant des croisements avec des apparentés sauvages. Alors, tu comprends bien qu'avec les animaux, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, ouais. Je me demandais un peu si vous Et, aviez une idée voilà, du potentiel, en fait, de ce genre de. bah, on a un collègue qui travaille. Alors, moi, je porte un projet de PEPR là, qui s'appelle AgroDiv, où l'idée, c'est de caractériser de manière fonctionnelle et génétique. Donc, je le porte avec des collègues des plantes et des matumes. Donc avec Jérôme Sals pour les plantes, moi pour les animaux, Mathias Zitnicki pour Matnum, François Parcy pour le CNRS et Pierre-Peter Longo pour l'INRIA. Et on a tout un tas de choses, notamment de la méthodo. Et l'idée, ça va être aussi de comparer sur des grandes familles de gènes, les apparentés sauvages, tout un tas de races, et en se disant, bah, est-ce que si j'ai un grand nombre de races et s'il y a des domestications multiples, il y a des chances que je n'ai pas la même chose qui soit fixée. Voilà, c'est le genre de choses qu'on va aller Mm. regarder, effectivement. Donc là, on aura peut-être une idée du potentiel. L'idée, c'est vraiment d'aller estimer ce potentiel. Alors, pas que neutre, mais on voudrait pouvoir commencer à mettre un peu de la fonction derrière tout ça, se dire, bah voilà, moi j'ai ça en cryobank, j'ai ça en centre de ressources biologiques, bah, je suis capable de mettre une valeur derrière tout ça. Et ça Mm. demande pas mal de développement méthodo, aussi bien en stats, en bioinfo, en génétique. Ok, merci. Estelle, qui avait une question sur l'évolution de la corrélation de caractère en fonction de l'environnement. Oui, Tu... donc Estelle Kuhn, je suis chercheur à Matnum en statistique. Et donc ma question c'était, tu as mentionné que, donc merci pour ta présentation, c'était super. Tu as mentionné que deux caractères corrélés négativement. Enfin, tu as dit ça de façon assez, comme si c'était établi et qu'on n'avait pas la main sur cette affirmation. Et moi, ma question, c'était est-ce que, en jouant un petit peu sur des aspects interaction avec l'environnement, on a moyen de réduire cette corrélation, voire de l'inverser pour certains caractères? Alors, j'ai plus l'exemple en tête, mais il me semble que j'ai vu des choses en plantes où on observe ça, et je me demandais ce qu'il en était chez l'animal. Bon, alors, merci pour ta question. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu technique, mais il y a pas de raison, ce qu'on observe chez les plantes, on ne l'observe pas chez les animaux, effectivement. Mais c'est vrai qu'on va avoir une corrélation d'environnement qui est assez forte aussi et qui peut être des fois, qui peut cacher enfin, qui peut être confondue avec la corrélation génétique, mais normalement, on arrive à bien décorréler les choses. Mais c'est vrai qu'à force de sélection, enfin, suivant comment tu sélectionnes, si tu sélectionnes
pardon, tu sélectionnes sur les indices, cette corrélation génétique, elle est aussi statistique. Ce que je veux dire, c'est que si tu prends des individus intermédiaires à force, cette corrélation, elle peut se réduire. Elle restera négative, mais enfin, elle peut bouger au cours du temps, si c'est ça. Elle est pas fixe au cours du temps, effectivement, au même titre que l'héritabilité, tu vois, cette variance génétique, en fait, que tu as au sein de la population, son rapport par rapport à la variance phénotypique, et ben, elle évolue. Et finalement, ces corrélations entre traits, au lieu d'avoir juste une variance, de regarder juste ta diagonale pour ton héritabilité, mais tu regardes ta matrice de variance-covariance entre tes caractères, et du coup, ça bouge aussi. Dès lors que ta variance va bouger, ta matrice de variance-covariance, elle va bouger aussi. Et c'est comme ça que tu les attrapes, tes corrélations entre caractères. Alors, j'ai essayé de parler stats, hein, mais je suis désolé si pour ceux qui. Je Ouais, m'adapte. ouais, mais c'est normal. Avec Estelle, c'est normal. Mais c'est pour ça, je sais bien. Florine de l'ITAB. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Je m'interrogeais quand vous avez présenté la diversité des souches en volaille, notamment par rapport aux souches pondeuses et aux souches à double fin. Qu'en est-il de la disponibilité en fait de ces souches à double fin? Parce que vous avez parlé surtout des races, la disponibilité chez les éleveurs, mais en termes du travail de sélectionneur, comment est-ce qu'ils s'impliquent sur ces souches-là? Merci. Ouais. Merci pour votre question. Alors, c'est vrai que ça, c'est une vraie question, hein, alors, double fin ou pas double fin, là, je vais me focaliser sur les races locales. On considère toutes comme étant double fin. Je pense qu'on peut encore un peu améliorer. Elles produisent quand même plus de viande qu'elles ne produisent d'œufs. Enfin, elles sont meilleures poulet de chair que pondeuses, pour être très honnête. Euh, le fait est que on a des races qu'on va dire gérées. Donc, on a un centre de sélection qui existe et qui travaille. Je pense au centre de sélection de Béchan, qui travaille activement et qui a en gestion un certain nombre de races locales. Et puis, on a des amateurs qui décident de s'organiser entre eux. Donc, j'ai parlé de la race marrant, c'est ce qu'ils font. Et là, actuellement, il y a un projet là, qui est porté par les collègues du CISAF, qui est sur la Loire de Chaland, où l'idée, c'est qu'ils voudraient pouvoir produire eux-mêmes et ne pas dépendre d'un sélectionneur, parce que justement, ils voulaient pouvoir produire ces races-là. Donc, c'est la même chose pour ces races locales, si vous voulez avoir à disposition et ne pas dépendre en fait de l'approvisionnement d'un sélectionneur qui, s'il est touché, ne pourra pas fournir. Donc, ils sont en train d'essayer de se créer eux-mêmes leur schéma de sélection et d'être capable de gérer. Alors, ce qui est compliqué dans un schéma de sélection, c'est de gérer les accouplements. Parce que en volaille, on va mettre des parquets, enfin, vous connaissez ça, hein, donc plusieurs femelles avec un mâle, etc. Mais c'est assez coûteux. Donc là, il peut y avoir des mélanges. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les marqueurs moléculaires. On est dans un projet où on a développé un panel de marqueurs qui permet de faire de l'assignation de parenté a posteriori pour recréer et gérer le schéma. Donc l'idée, c'est que les éleveurs pourraient monter eux-mêmes leur sélection. Donc ça, c'est une option extrême. L'autre option, c'est ils reposent uniquement sur un sélectionneur. Et l'option intermédiaire, ça va être le fait de reposer sur un troupeau relais, où là, on va avoir un sélectionneur et puis un troupeau relais qui va être des multiplicateurs. Donc là, c'est vraiment des choses plutôt à créer, mais il y a assez peu d'exemples de ce type d'organisation avec en plus un troupeau relais. Je ne sais pas si je suis très clair, je suis désolé, c'est parti un peu dans tous les sens. Et il y a 3 types d'organisation. À l'heure actuelle, c'est vrai que c'est un vrai problème de pouvoir se fournir en grand nombre pour ces animaux. Voilà. Et je vous invite à lire le papier qu'on a fait sur Biodiva, où on discute un peu des différents systèmes en fait, qui permettent la mise à disposition de ces races-là. Voilà. D'accord, merci. Là, je continue à lire les messages, mais évidemment, si vous souhaitez réagir par rapport à ce que dit Gwendal ou à une question posée, vous levez la main sans problème, hein. Charline, là, je te donne la parole sur ta question. Oui, bonjour Charline Niort. Merci Gwendal hein, pour la présentation. Donc, moi, je suis directrice de l'unité expérimentale Génésie, donc élevage porcin innovant. Et tu as parlé de réutiliser les semences effectivement anciennes, d'anciens mâles qui avaient été cryoconservés. Mais je me demandais en fait s'il n'y avait pas des risques éventuellement sanitaires, par exemple des tests sur certaines maladies qui n'avaient pas été identifiées auparavant et où on risque éventuellement de réintégrer ce type de maladie, par exemple la maladie Ojeski chez les porcs ou quoi, et que au final on se retrouve avec un aspect sanitaire dégradé, malgré l'idée effectivement que par contre la cryoconservation pourrait permettre de remettre de la diversité génétique, et ça serait vraiment pas mal de l'utiliser, mais je me posais cette question-là. Eh ben, merci pour la question. Alors, très bonne question. C'est une question qu'on s'est posée dans la thèse d'Alicia, là.
dans le cadre les anomalies, c'est une question qu'on avait au départ, notamment, on a pris un cas d'étude avec la tremblante du mouton, qui est une maladie induite par les prions, et il y a une sensibilité qui est génétique. Et depuis les années 90, il y a un plan d'éradication finalement des allèles les plus sensibles. Donc on ne peut pas vendre maintenant un bélier sans avoir fait cette prise de sang pour vérifier que finalement cette anomalie, cette haute sensibilité est présente, auquel cas le bélier ne peut pas être vendu. Donc on a une diminution assez forte finalement de l'incidence de cette sensibilité. Et le fait est qu'en cryobank, on a les animaux plus anciens qui l'apportent encore, qui peuvent être très intéressants pour d'autres caractères. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir faire donc on a commencé à lancer des études par simulation, de pouvoir faire un contrôle en fait des croisements de façon à gérer cette mutation dans un schéma avant qu'elle réapparaisse dans la population. Mais paradoxalement, on a travaillé en collaboration à Toulouse, sur par exemple, chez une race de moutons en particulier, il y avait une réduction vraiment forte. Ça a pu induire une réduction forte de la diversité, le fait d'éliminer cette maladie de la tremblante. Et paradoxalement, si certains des animaux qui sont restés étaient porteurs d'une autre anomalie, elle a pu voir sa fréquence augmenter. Et je pense à l'épidermolyse bulleuse, que l'on a vu augmenter assez fortement en fréquence dans les populations dès lors qu'on a éliminé la tremblante, la sensibilité à la tremblante. Et dans ce cas-là, par contre, avoir des animaux qui sont moins sensibles à cette épidermolyse bulleuse, ça peut être intéressant. Donc c'est un peu tout le problème qu'on a effectivement, c'est que certaines anomalies sont identifiées. Et là, maintenant, l'idée, c'est d'identifier, de génotyper l'intégralité des collections pour savoir si oui ou non on a les maladies identifiées, mais on a toutes les autres qu'on ne connaît pas. Et on prend toujours un risque, de toute façon, à réduire la base de sélection. Plutôt qu'en l'élargissant, en tout cas, je pense qu'on prend un petit peu moins de risques, dès lors qu'on sait ce qu'on a et qu'on peut gérer les accouplements, je dirais. Mais c'est effectivement une question qui se pose et sur lequel on va continuer à travailler. Ça fait partie vraiment des questions vraiment ouais, très, très intéressantes. En port, on peut parler de la ségrégation aussi du rear one ou des choses comme ça, suivant les lignées, on a des choses un peu comme ça. Merci. Du coup, on continue avec Catherine sur les races locales bretonnes. Oui, bonjour, donc je suis Catherine Hurtaud, je suis à INRAE aussi à l'UMR Pégase. Il y a quelques années, à la demande de la Fédération des races locales de Bretagne, j'ai participé à une étude pour caractériser le lait des deux races locales bretonnes, même de trois races locales bretonnes et de chèvres. Donc on a caractérisé le lait, c'était super intéressant, et puis ça s'est arrêté là, parce que là, enfin, déjà, je suis pas du tout généticienne, et puis parce que il n'y avait pas les moyens, mais je me dis que comment on pourrait aller plus loin dans la caractérisation? Est-ce qu'il faudrait pas aller au niveau de l'individu pour voir aussi des individus différents des uns des autres? Enfin, j'aimerais vraiment poursuivre ce travail. Alors, ce sera peut-être pas moi qui le poursuivrai, mais j'aimerais vraiment que ce travail soit poursuivi parce que je pense que ces races sont vraiment bien adaptées au milieu et que pour aller vers des notions d'agroécologie, elles sont vraiment idéales, quoi. Merci pour cette question. Alors effectivement, j'imagine, je pourrais peut-être plus parler des vaches que des chèvres, mais en vache, j'ai dû travailler sur la bretonne pie-noire et la froment du Léon, j'imagine. Oui, Et et sur oui, l'américaine aussi. et l'armoricaine, évidemment. C'est des races qui me sont chères, hein. Mon prénom me trahit un petit peu. Mais du coup, il y a des choses qui commencent à aller un peu dans ce sens-là. Je sais que par exemple, sur la froment du Léon, on a l'intégralité en fait des fondateurs de cette race qui sont maintenant génotypés. Et, des collègues ont travaillé au sein de l'équipe G2B, là toujours dans Gabi, et ils ont mis en avant, je crois, un gène qui agit sur la coloration du lait, notamment la coloration du beurre. Ça donne un beurre qui est très très jaune au niveau de la froment du Léon. Et ça, c'est Ouais. quelque chose qu'ils ont réussi à caractériser. Et ça pourrait être quelque chose qui pourrait être mis en avant si on arrivait finalement à valoriser ce beurre très jaune. Enfin, voilà. Je pense que tout va passer après par des essais de qualité. Mais effectivement, sur ces caractéristiques du lait, il commence à y avoir des choses qui font sens avec la génétique. On essaie de trouver en tout cas les gènes responsables, ou les régions en tout cas, responsables de certaines de ces caractéristiques. On a également des collègues qui travaillent hein, sur les vésicules du lait ici à Gabi, notamment les gens de l'équipe Galac. Donc, c'est des choses qu'on a à l'étude. Pour être très honnête, il n'y a rien encore de très concret, mais faire le lien entre effectivement diversité génétique et diversité de composition du lait, c'est des choses qui pourraient être intéressantes de mener plus en avant pour mieux valoriser finalement, comme vous le dites, ces races qui sont bien adaptées. Alors, je sais que par exemple, pour la bretonne pinot, par contre, ils prennent aussi
ils aimeraient vraiment passer en double fin, quoi, en race mixte. Pour l'instant, je crois que le dossier n'est pas encore accepté, mais ils sont plutôt dans cette optique. Ok, merci. Merci. Jérôme, tu vas nous faire un beau témoignage sur ce que vous avez fait. Ah, allô, allô. On t'entend pas. Mm. Non, enfin moi j'entends pas dans tous les cas. Ouais, j'entends pas non plus. Je vois le micro qui s'allume et qui s'éteint, Ouais, le micro est enfin, qui ouvert se là. coupe. Ouais. Alors Jérôme, c'est dommage. Peut-être que ton micro il est ouvert, pourtant on le voit, mais on t'entend pas. Peut-être que si tu te reconnectes, du coup je passe la parole à Marie et Jérôme, on t'attend et tu te reconnectes. Marie, tu avais une question sur les ressources génétiques. Oui, moi j'avais une question. Donc, Marie Brault, je travaille à INRAE sur Avignon en sélection plutôt de la tomate, donc plutôt végétale. Et donc, je suis un peu étonnée de voir que les ressources génétiques, nous en végétal, elles sont très utilisées dans les schémas de sélection. Donc, c'est pas tant le cas en animal. Et du coup, je me demandais, voilà, quel pourrait être le potentiel de ces ressources et pourquoi elles sont si peu utilisées en animal. Alors, ouais, merci de cette question. Alors, il y a différentes réponses. La première, c'est que je pense que quand on est sur un animal, on a vraiment une population qui, la race, c'est la race. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il ne rentre pas dans la race qu'il veut et du coup, on a des pédigrés, en tout cas pour les ruminants, et un code race. Et puis, si les parents sont pas de cette race-là, il faut au moins 4 générations dans la race pour appartenir à la race. Donc, faire venir un animal autre, il est classé comme croisé. Alors, je le montrais tout à l'heure dans le schéma. Et du coup, ça peut être plus embêtant. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'en niveau animal, du fait des temps de génération beaucoup plus longs, on ne crée pas de nouvelles races. Il y a très peu de nouvelles races qui sont créées, en fait, pour ainsi dire. On peut avoir des lignées. Donc, on a deux types de sélection. On va avoir de la sélection pyramidale qui va s'apparenter beaucoup à une sélection en plantes. Donc, ça va être le cas pour les monogastriques, donc porcs et volailles principalement, où on a des lignées grand-grand-parentales, puis des parentales, et puis on va jouer sur la complémentarité. À la fin, c'est un produit terminal qui est consommé. Et puis, on a la sélection collective, qui va être le cas chez les ruminants, où là, les individus font un renouvellement de leur troupeau et ils commandent de la semence. Et c'est eux qui vont diriger un peu dans quel sens ils vont. Bah, je vais améliorer telle caractéristique ou telle autre caractéristique. Et du coup, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, on crée très peu de races. Et ce qu'on a montré également par simulation, parce que montré Alicia au cours de sa thèse, c'est que nous, juste si le but c'est de ramener la diversité, on n'a pas besoin de les réutiliser régulièrement parce que les individus, comme ils appartiennent à la même population, dans une cohorte donnée, ils peuvent être plus ou moins apparentés. Donc, on utilise un ou deux et ça suffit à réintégrer parce que finalement, les autres sont pas des doublons, mais quasi. Alors que vous, en végétal, vous avez vraiment des entités qui sont extrêmement séparées. C'est des lignées divergentes, hein, enfin quasiment. En tout cas, elles sont fixées, que ce soit SSD ou Cookes, mais du coup, il y a des choses qui se complètent vraiment. Vous avez vraiment le cas extrême de zéro diversité intra et toute la diversité est inter. Nous, on en a encore beaucoup en intra. Voilà. En croisement terminal, c'est utilisé le croisement, mais c'est vraiment du croisement terminal. Ça va être fait chez le porc où, par exemple, on va avoir des qualités maternelles avec une race et des qualités de production bouchère dans la race maternelle, par exemple. Et du coup, on va combiner ces deux aptitudes, mais on ne crée pas la race, c'est vraiment du produit terminal consommé. Donc, ça implique de maintenir les races en lignée pure, ce qui coûte aussi extrêmement cher parce que vous, les plantes, vous pouvez les garder très longtemps. Alors que là, si les gens veulent garder cette race-là pour avoir un réservoir, il faut que certains continuent à les élever et donc à produire avec ces races pures. Donc je pense que c'est tout un tas de raisons à la fois économiques, mais également dues au trait d'histoire de vie de ces animaux, notamment le temps de génération qui est très long. Et puis on combine cela au fait qu'il y a très peu de recommandations. Donc le but de la thèse Alicia était aussi de pouvoir dire, écoutez, on peut le faire, c'est faisable, vous pouvez utiliser des ressources un peu éloignées, il faut prendre quelques précautions, mais l'idée, c'était de produire des recommandations. Donc, on a mis en place un certain nombre de simulations dans différents cas. Voilà. C'est un peu l'idée. Voilà. Merci beaucoup. Je vois que Jérôme est revenu. Donc, si tu peux prendre la parole, Jérôme. Ben, je vais essayer. Vous m'entendez? Très bien. Ouais. Oui. Donc, bah oui, nous, sur notre ferme, donc on est en bio depuis 1993. On a fait des croisements jersiais sur Primochten pour essayer de changer le sang,
d'essayer de capter sur les F1 le meilleur de la Primostein et le meilleur de la Jersiaise. Sauf que nous, on s'est aperçu qu'elles étaient quand même beaucoup plus sensibles au niveau cellulaire et au niveau mamite. Donc en fait, on s'est rabattu plutôt aujourd'hui sur sélectionner en race Jersiaise et en race Primostein sur la rusticité, sur les cellules, sur la fertilité. En fait, on est revenu sur nos races principales en ayant 2 races, voilà. Mais on a arrêté le croisement. D'accord. Bah, ça, c'est vrai que c'est un exemple. Par contre, vous aviez peut-être gagné un petit peu en repro, non? Bon, remarque, en Primostein, vous n'aviez pas de souci de fertilité plus que ça au départ? Non, parce que nous, en bio, on les pousse pas forcément, on n'est qu'à 7000, donc on Ouais, les pousse d'accord. pas à 10 000. Donc, non, ce qu'on voulait gagner, c'était sur les taux et la quantité du lait par Ouais. vache, parce que la Jersiaise, on trouvait que c'était un peu limite, parce qu'on a une ferme de 68 hectares et on produit 450 millilitres de lait, donc fallait on voulait être quand même assez productif. Et en fait, on s'est aperçu que le mélange des deux faisait pas forcément plus de taux. On avait du lait, mais on avait surtout. Après, on n'a peut-être pas choisi les bons taureaux non plus en Jersiais. On était peut-être trop sur du nord-américain ou pas. Enfin, Mm. je sais qu'aujourd'hui, on raisonne différemment, mais c'est vrai que par contre, on est parti sur nos 2 races et on essaye d'être 50-50 et on va peut-être aller que sur du Jersey à l'avenir, mais bon, pour l'instant, on est sur nos 2 races. Donc ça répond aussi en partie à la remarque de Marie précédemment, finalement, sur le fait qu'on ne le fasse pas, c'est que c'est pas si simple que ça à mettre en œuvre aussi. Et puis, Et 1 plus 1 va pas jamais faire 2. c'est ça. Et c'est vrai que, bon, voilà. Bah, quelque chose qui est très utilisé, par contre, c'est le croisement rotationnel 3 voies, où ils semblent maintenir de l'hétérosis à chaque génération. Ils sont un peu bons, ils remettent une 3e race à chaque fois, et ainsi de suite. Je sais que Ouais, l'UE après, Oasis, ils font ça, enfin l'expé Oasis mené par Sandra Novak, là. ouais. Nous, on l'a fait un En petit plus. peu. Le souci qu'on avait, c'était pour la valorisation des mâles. Et comme nous, on est vraiment spécialisé en lait, qu'on engraissait, on n'engraissait pas nos mâles derrière, c'est à la vente derrière, on avait quelques petits soucis sur trouver des acheteurs. Mais bon, après, Ouais, bah, ouais, c'est bizarrement, oui, oui, d'accord. Cette notion de race, elle est importante, effectivement. c'est sûr, faut pas de mâle en Jersey. Ouais, Ok, merci beaucoup. merci. Et donc, on a Rémi. Alors, Rémi, tu poses une question, mais c'est bien aussi que tu nous racontes ce que tu fais, toi, dans la sélection animale. Je te laisse la parole. Non, non, bah moi c'était ça rejoint ce qui vient d'être dit. C'était pour moi j'ai quand même ouais, des races pures. J'aurais aimé un peu pouvoir discuter et je trouve qu'on valorise pas assez aujourd'hui, notamment dans la production bio, mais pas que, hein, dans les AOP où on s'enferme dans les races pures et il faut pas oublier que bah, les races savoyardes, vous avez pris l'exemple tout à l'heure, entre une vache des années 80 et une vache de 2020, elles n'ont plus rien à voir. Vous prenez les charolais aujourd'hui, vous avez des taureaux en IA qui sont sans cornes, ce qui n'était pas le cas en 80. Donc je trouve on mélange, enfin, on mériterait, en tout cas c'est mon point de vue, hein, on mériterait de mieux communiquer là-dessus, plus simplement aussi, pour pouvoir regagner un peu le cœur des consommateurs et du coup bah, redynamiser économiquement ces filières-là, quoi. Voilà, c'était un peu mon message de vraiment dire aux gens que les races, c'est pas figé, faut faire évoluer les choses, faut que ça soit au goût du jour, et au contraire, si on décroche économiquement aujourd'hui dans les élevages, c'est qu'on s'enferme dans des races pures qui ont 40 ans de sélection en retard, quoi. Et moi, aujourd'hui, en tant que producteur dans les Bouches-du-Rhône, à Érag, hein, en production bio, bah, faut se mettre au goût du jour en permanence et tous les ans, finalement, ou tous les 5 ans, on a des objectifs et on se les fixe et on essaye d'y aller, on construit notre petit cheptel ou nos populations en plantes pour arriver à cet objectif-là. Et on n'est pas à regarder il y a 40 ans ou il y a 60 ans, qu'est-ce qui se faisait, quoi. Mon grand-père en vache normande à Barneville-Carteret, il sélectionnait d'une manière parce qu'il avait un marché du lait à l'époque qui faisait que de la normande, c'était valable. Aujourd'hui, mes cousins, ils font autre chose et c'est normal. Donc je pense qu'il y aurait vraiment un intérêt de vraiment bah, faire évoluer le message et je pense aussi les recherches
pour démocratiser cette évolution permanente et pas revenir sur cette notion de race pure qui, je trouve, est un petit peu réductrice, enfin très réductrice même de mon point de vue, et qui n'aide pas la valorisation commerciale et donc l'efficacité économique des structures qui aujourd'hui forcément se battent avec des outils qui datent d'il y a 60 ans, alors qu'aujourd'hui ils devraient se battre avec des outils qui sont d'actualité, qui sont aussi bien sélectionnés, aussi bien réfléchis et pensés que de la sélection hybride ou population. Hein. Là n'est pas le débat, puisque pour moi les deux amènent des réponses économiquement viables. Voilà. Donc c'est vraiment ça, moi, que j'aimerais arriver à faire partager avec vous. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, quand vous citez les races savoyardes, il y a deux voix qui ont été très différentes. Il y a l'abondance d'une part, et la Montbéliarde d'autre part, la Montbéliarde, ils ont quand même continué ils avaient mis un peu de Red Holstein dedans, mais ils l'ont gardé et ils ont continué. Après, ils ont arrêté d'en mettre, mais ça a fortement fait améliorer la production à partir des années 90. Ils avaient fait de même en abondance et tout le monde n'était pas d'accord. Et en fait, le fait qu'ils aient réintroduit Naïf au départ, l'idée c'était de revenir justement à ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire ils voulaient revenir à une race pure et éliminer finalement ce qu'il y avait de Red Holstein à l'intérieur. Donc c'est effectivement quelque chose ça relève finalement de la perception des races et c'est quelque chose qui est très compliqué. C'est assez touchy, mais vous avez raison. Nous, l'idée c'était que on a montré qu'on pouvait utiliser les ressources génétiques, qu'on pouvait faire du croisement, qu'il y avait un potentiel. Après, le fait que ça soit mis en application ou pas, je pense que ça va vraiment dépendre des gens qui sont dans les filières et qui sont prêts à se les approprier. Après, dans les OS, tout le monde n'est pas d'accord pour remettre en cause cette notion de race pure. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement débattu euh, parce que certains ont. Voilà, c'est très compliqué. Mais en tout cas, je suis content d'entendre votre témoignage parce que je trouve que ça, ça- ça reflète bien la réalité du terrain, à savoir que c'est pas si simple que ça. Mhm. Et Rémi, tu ne t'es pas présenté, mais Oui, mais aujourd'hui, tu ce es qui est déjà. intéressant, c'est que dans votre papier sur l'abondance, à aucun moment donné, vous faites motion, enfin, du coup, ça m'a. Sur le taureau naïf, à aucun moment donné, vous parlez de la reine de Holstein. Pourquoi? Ah si, dans l'article, on en parle de la Red Ah, vous Holstein. en parlez, d'accord. Parce que là, Ouais, dans l'exemple que vous donnez, du coup, c'est pour ça que ça m'a en fait, là, fait plaisir. j'ai fait effectivement court. L'idée, c'est qu'au départ, il y avait de la Red Holstein et bon, c'était assez touchy dans la race et que du coup, ils ont ressuscité des races, des lignées qui avaient disparu, notamment la D'accord. lignée du taureau Amiens, et c'était cela, Naïf était un descendant d'Amiens, pour revenir à une race pure et ils voulaient réduire au maximum la part. Donc, c'est deux options différentes. Montbéliard, ils sont restés, ils ont dit on arrête de remettre de la Red Holstein, mais ce qui a été mis et maintenant on fait avec ça. Et en abondance, ils ont voulu revenir en arrière. C'est deux options un peu différentes. Les niveaux de production ne sont pas les mêmes, effectivement, à la fin. Ouais, je pense que Non, on l'a pas caché, hein, avec mon pas temps. du tout. Juste Rémi, tu ne t'es pas présenté au début. Tu es un sélectionneur sur mesure. Non, moi, c'est que je me. Oui, moi, enfin, c'est de l'amusement. Hein, mon travail. Moi, je suis en production de semences potagères en France et à l'international. Donc ça, c'est mon cœur de métier. Et ensuite, moi, j'ai toujours été passionné par la sélection. Et du coup, moi, j'ai un troupeau de moutons et sur lequel j'introgresse. Enfin, je suis parti du Dorper, donc du persien tête noire croisé au Dorset anglais, qui a donné le Dorper, qui est une race utilisée en Afrique du Sud, et qui est un mouton à poil et qui désaisonnalise naturellement. Et je suis parti du rouge de l'Ouest, et du coup, aujourd'hui, je travaille, c'est une population qui commence à combiner les caractéristiques de ces deux races pour évoluer sur une race qui est 100% à l'herbe en Provence, donc c'est pas très compliqué, et donc les premières et les agnelles désaisonnalisent facilement, et donc du coup il n'y a plus pour faire de l'agneau toute l'année d'avoir voilà, des productions d'agneaux régulièrement, sans intervenir hormonalement. Et après, elle valorise donc des prés qui sont en Provence, on est
sur des prés qui sont irrigués soit avec le Rhône, soit avec la Durance en été. Et en hiver, ça pousse très bien sans rien faire. Voilà, et donc enfin, voilà, j'ai vraiment été, enfin, je m'amuse avec ça sur sur mon temps libre. Et après, sur la partie plantes, moi, je suis vraiment sur les tomates. Et donc là, pareil, je travaille sur des populations récurrentes. Et donc, du coup, maintenant, je suis sur des cœurs de bœuf, où, par exemple, j'ai une population où j'ai toutes les couleurs sur de la cœur de bœuf pour pouvoir proposer une cœur de bœuf verte, une cœur de bœuf rose, rouge et noire aux consommateurs. Et enfin, encore une fois, moi, je suis très fortement attaché à ce que la valeur ajoutée soit faite dans les exploitations agricoles, chez les producteurs, et que l'innovation et que la valorisation de cette innovation reste dans les fermes, parce que c'est là où il y a les plus gros capitaux qui sont engagés, et c'est souvent là où malheureusement la valeur ajoutée se file très vite dans la filière en aval. Donc là, c'est encore une fois une facilité de production, puisque bah, au plus on est résilient en production, au mieux on s'adapte au marché, et qu'il soit à la hausse ou à la baisse, on est capable d'être compétitif dans les moments forts comme dans les moments faibles. Voilà. Donc, euh, donc voilà, moi je me suis. Enfin, après, je travaille aussi sur enfin, voilà, j'ai d'autres projets derrière qui sont. Mais je veux garder. De la Enfin, de confidentialité. garder de A à Z, de travailler sur que la création variétale ou génétique, elle soit faite par le producteur pour le producteur, et que cette valorisation-là, elle soit faite auprès du consommateur, et que la valeur ajoutée se finance la recherche qui a été faite, et de décloisonner aussi énormément la partie production de la partie recherche. Parce que pour moi, c'est important, et je pense qu'encore plus aujourd'hui, de revenir à du métier de sélection au plus près du marché, au plus près des producteurs, pour éviter que bah, en recherche, on fasse des choses vraiment très belles, mais que finalement, économiquement, on s'en sort pas. Et aujourd'hui, bah, quand on fait le tour des campagnes, c'est quand même un peu le souci, c'est il y a des très belles innovations génétiques qui sont faites, mais surtout pour les sélectionneurs. Et finalement, bah, les producteurs, ils ont tous le même produit, ils n'arrivent pas à se différencier économiquement, commercialement. Donc la seule différence qu'il y a, c'est le prix. Et du coup, bah, ça fait qu'il n'y a personne qui gagne des sous dans la production, et du coup, c'est compliqué. Donc voilà. Mm. Ben, merci beaucoup. Ben, tu as cette originalité qui est de travailler à la fois le végétal et l'animal, donc une belle complémentarité là. Un autre Rémi, qui est Rémi Perronne, qui lui est sélectionneur blé tendre en Bretagne. Oui, bonjour. Donc oui, sélectionneur bio et faible intrant. Euh, j'avais une question qui était, alors c'est pour faire le parallèle par rapport aux plantes. Est-ce qu'il y a des exemples de pertes très importantes de production liées à un pathogène spécifique qui toucherait bah, une race dominante, hein, animale, comme on a pu le voir nous en plantes, sur le maïs par exemple, ou plus récemment encore sur les céréales avec la rouille noire, quoi. Est-ce que ce type de cas a déjà été observé en animal, où ça fait vraiment des grosses pertes à l'échelle d'un pays ou d'une région entière au niveau mondial, quoi. Merci. Alors, merci pour votre question. Euh, je ne crois pas qu'on a eu des pathogènes qui aient un impact aussi fort que ce qu'on a pu observer chez les végétaux, chez les animaux. On a pu par contre voir apparaître des anomalies, ça c'est sûr, mais le principal problème qu'on va avoir alors je dis anomalie, je pense qu'on a le BLAD, par exemple, bovine leucocyte adhésion, enfin, une déficience d'adhésion des leucocytes, qui crée vraiment une mort très très rapide des jeunes veaux en fait. Mais ça a été réglé assez vite quand on a trouvé que finalement c'était la cause d'un taureau qui a été massivement utilisé, qui a ramené son anomalie et qui fait qu'ils aient donné consanguin et que voilà. Euh, Après, on a voir principalement au niveau maladie, on a des choses qui sont un petit peu plus latentes. Voilà, on va avoir la tuberculose, hein, des choses comme ça chez les élevages bovins typiquement qui peuvent arriver. On va avoir effectivement la tremblante. Mais la tremblante, il y a eu un plan d'éradication parce qu'il y avait une sensibilité qui, elle, était codée génétiquement. Donc, même si c'est une maladie induite par les prions, on a pu. Et toutes les races n'étaient pas affectées de la même façon. Il y avait des niveaux de sensibilité, bah, comme chez les plantes, hein, qui étaient différents. Ça a été Il y a eu une grosse alerte aussi parce que ça fait partie des encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Donc, ça peut être transmissible. Du coup, c'était à l'époque de la vache folle et ça a fait très peur. Il a fallu éradiquer ça très vite. Mais sinon, si je pense je suis sûr que je vais louper des choses, hein. On a effectivement à l'heure actuelle des pathogènes qui font un peu peur. Ça va être la grippe aviaire et la peste porcine, hein. C'est des choses qui actuellement sur lesquelles il faut travailler. Et, euh, et on peut dire que l'élevage plein air et l'élevage bio payent un fort tribut à ces épidémies parce que bah, dans la mesure où ils sont plein air, c'est eux qui sont les plus exposés paradoxalement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui malheureusement touche spécifiquement, enfin plus particulièrement nos élevages plein air en fait. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a effectivement une maladie qui, bah, on le voit, elle a un impact très très fort. Et puis la prophylaxie fait que l'on va aussi avoir tendance à abattre les troupeaux qui sont touchés. Donc ça a de fait un impact très fort. Mais voilà, c'est les deux exemples que je pourrais donner. Sinon, chez les bovins, on va pas sûrement avoir des mammites ou des choses comme ça, mais qui sont multifactorielles. Mais ouais, sinon, peste porcine, grippe aviaire, c'est déjà pas mal. Je crois que ça fait stresser pas mal de gens, et à juste titre, je crois. Merci. Marie, tu avais une question sur l'expérimentation à la ferme. Et ça va rejoindre aussi une question de Vincent après Oui, sur la sélection participative. Donc après, je donnerai la parole à Vincent. oui. À la fin de ton exposé, tu as mentionné l'expérimentation à la ferme. Donc, je voulais savoir si tu avais un peu le retour ou la perception des agriculteurs justement sur la diversification des races, le fait d'essayer des nouvelles races ou donc je ne sais pas trop ce que tu entendais sous expérimentation à la Ouais. Parce que j'entends par là, c'est que quand on fait de la sélection génétique, il faut qu'on évalue des caractères ou des performances. On a plein de troupeaux qui sont tous reliés parce qu'ils ont à peu près les mêmes perfs. On a de l'IA, on a de la connexion, donc on a des effectifs assez conséquents, euh, des conditions qui sont enfin, assez contrôlées, finalement assez similaires d'un élevage à l'autre. Quand on part sur de l'agriculture un petit peu alternative, soit agroécologique ou bio, on peut imaginer que chacun a sa façon de faire. Ça rend les choses beaucoup plus difficiles pour le sélectionneur, donc pour le généticien qui veut évaluer la performance parce que c'est beaucoup plus variable. Et là, du coup, bah, ça devient plus compliqué. Par contre, on essaye de mettre en place des choses un petit peu effectivement participatives. Donc, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Co-Breeding, projet de PEPR agroécologie numérique porté par Florence Focas, Alain Charcosset, Christine Dillman et Julie Labattu, donc, qui inclut des sciences humaines sociales, du végétal, de l'animal. Là, on a des experts, moi je peux être une expert où on va coupler enfin, on va introduire de l'élevage chez certaines personnes qui souhaitent en faire mais qui n'en font pas encore. Par contre, quelqu'un, comme je le disais, on a fait un sondage, en tout cas en monogastrique chez porcins et volailles, les gens qui élèvent des races locales en général le font un peu par passion. Et, ils peuvent être très ouverts, mais souvent ils ont leur propre conception de ce qu'est la race en fait. Alors on a entendu un témoignage tout à l'heure qui était un peu différent, mais la majorité va plutôt dans l'autre sens. Donc voilà. Donc c'est plutôt en co-conception, c'est plutôt quand quelqu'un s'y met qu'on peut imaginer qu'il soit plus ouvert, mais c'est pas forcément le cas. C'est pour ça que j'étais content d'entendre le témoignage tout à l'heure. Voilà, c'était intéressant. Ok, Alors, merci. merci Marie. Un autre témoignage intéressant, c'est celui de Vincent Dias. Tu es avec tes élèves, Vincent, là? Alors Vincent m'a dit qu'il n'avait pas de micro. Ah mince, d'accord. Ah oui, donc on va relayer. Vincent nous parle justement de sélection participative en production végétale et lui, il conduit actuellement un projet très intéressant avec des jardiniers amateurs en sélection participative pour créer de la diversité génétique sur le haricot, notamment dans la région de Castelnaudary. Donc, il demande s'il existe des programmes similaires. Donc, Gwendal t'y a répondu en partie. Euh, Après, s'il y en a d'autres qui ont Ouais, connaissance, bon. ça se met en place. Et puis bah, je vois que Maya a répondu, effectivement, chez les ruminants, c'est participatif parce que les éleveurs euh, font eux-mêmes leur renouvellement. Mm. Et en fait, ils peuvent être adhérents ou non à un schéma de sélection. Et donc, du coup, ils font partie du pool dans lequel on va piocher pour faire la sélection. Parce qu'ils conduisent bien leur troupeau, mais aussi, voilà. Donc, ils vont pouvoir tester. Et le fait qu'ils fassent leur propre renouvellement permet aussi d'avoir un maximum de combinaisons possibles pour aller piocher là-dedans. Mais c'est participatif par construction. Du simple fait que les éleveurs font leur renouvellement, contrairement à ce qu'on observe chez la majorité en fait, des élevages porcins où c'est du croisement intermédiaire du porc charcutier que l'on vend, ou les élevages de volailles. En race locale, souvent, ils font eux-mêmes leur renouvellement aussi, mais ils n'achètent pas
donc qui ne sont pas forcément impliqués dans la sélection directement. Mais il y a un lien beaucoup plus fort en ruminant, effectivement. Alors, c'est Très pas bien. participatif classique, hein, mais voilà. Mm. Et une question importante là d'Aurélien sur la sélection génomique. Aurélien, tu te présentes s'il te plaît? Oui, bonjour. Merci pour l'exposé. Du coup, je travaille en sélection à INRAE sur pommier, moi, et on s'intéresse de plus en plus à la sélection génomique. On est un petit peu en retard sur notre espèce. Mais il y a quand même une question, enfin un souci, une préoccupation, on va dire, des sélectionneurs les sélectionneurs privés, hein, quand on parle de ça. Est-ce qu'on risque pas de mettre trop de caractères de côté avec la sélection génomique et de s'orienter vers un seul idéotype? Et du coup, moi, je me pose la question personnelle, on va dire, si on risque pas aussi de réduire en fait la diversité, même si on est chez une espèce qui est hautement hétérozygote. Voilà. Alors, merci de cette question. Alors là, je vais juste me permettre de partager juste ça. En fait, avec une étudiante précédente, vous voyez l'écran, qui s'appelait Anna-Charlotte Doublet, au cours de sa thèse, en fait, on a travaillé sur l'impact de la sélection génomique justement sur ces questions de diversité. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que c'est pas trop la technique qui va modifier le fait. Voilà, je vais vous montrer les résultats, en fait, ça sera plus simple. Voilà, la question qu'on se posait, c'est qu'avec la sélection génomique, finalement, nous, ça nous coûte très très cher. Ça nous coûtait très très cher de faire de la sélection parce qu'en fait, en bovin laitier, typiquement, il faut que, pour évaluer la valeur d'un taureau, il faut que ce taureau ait des filles qui elles-mêmes produisent du lait. Pour produire du lait, il faut qu'elles aient des veaux. Donc, on avait 2 générations. Donc, vous voyez le temps que ça mettait, c'était extrêmement cher. On les mettait en station pour qu'ils soient évalués et après, ils pouvaient être distribués. En sélection génomique, on les évalue directement, prise de sang, avec les équations de prédiction. On a très vite, même si le CD n'est pas très bon, une valeur génétique. Donc, l'idée, c'est que d'un côté, on va réduire les coûts, on va pouvoir proposer beaucoup plus de candidats. Donc, quelque part, l'impact serait plutôt positif sur la diversité. Et de l'autre côté, on va réduire de beaucoup l'intervalle de génération, donc un turnover beaucoup plus rapide. On pourrait imaginer réduire la diversité. Et en fait, ce qu'on a montré, donc en étudiant les 3 principales races laitières bovines françaises, donc la Montbéliarde, la Normande et la Holstein. La Holstein étant la seule internationale, les 2 autres étant plutôt des races, on dirait, nationales. Ce qu'on voit, c'est que finalement, cet impact, donc sur le rendement, tout le monde a gagné. C'est avant la sélection génomique, les courbes à gauche, et après sélection génomique, on a une augmentation assez forte, une réduction pour toutes d'un intervalle de génération. Par contre, en termes de diversité, si je regarde la consanguinité, parce que nous, c'est ce qui va nous intéresser, je vais avoir, quel que soit, c'est les courbes avant d'augmentation de consanguinité au cours du temps, qui sont assez stables, enfin qui sont restées stables, donc non significativement différentes pour la Montbéliarde et la Normande, alors qu'elles ont largement augmenté sur la Holstein. Or, elles ont toutes mis en place la sélection génomique au même moment, et ça, c'est simplement dû au fait qu'ils ont combiné le fait qu'on puisse être plus efficace sur la sélection avec le fait qu'ils ont réduit également le nombre de taureaux proposés. C'est-à-dire que si je fais le rapport du nombre de taureaux efficaces sur le nombre total de taureaux, chez les différentes races, on voit que chez la Holstein, c'est là où il est le plus faible. Compte tenu du nombre de taureaux proposés finalement au catalogue, il y a certains taureaux contribuent beaucoup plus à la race que d'autres, en fait. Et ces taureaux génomiques qui étaient très bons, en fait, vont massivement inonder le marché. Du coup, on a un nombre de taureaux efficaces qui est beaucoup plus faible. Et du coup, ça va augmenter la consanguinité. Donc, tout ça pour illustrer le fait que finalement, c'est pas tant la sélection génomique qui va être le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et là, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça en race Holstein? C'est parce que la compétition, elle est internationale et que la race, elle appartient à personne. Donc, tout le monde se dit, la diversité, si c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas grave, ce sera le voisin. Alors que les autres races, Montbéliarde ou Normande, on a quelques entreprises de sélection en France. Elles ne sont pas nombreuses, elles sont une ou deux à gérer une race en général. Elles ont tout intérêt à garder de la diversité dans leur schéma parce que si c'est mort, c'est mort. Si c'est trop consanguin, s'il y a de la dépression, s'il n'y a plus de sélection possible. Donc c'est vraiment la façon dont ça va être utilisé. Donc pour faire ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ils ont essayé de rationaliser avec un optimal contribution selection, enfin d'équilibrer les contributions des individus, d'avoir une approche on va dire, éclairé de la chose. Et ils ont quand même énormément gagné, quasiment autant que les Holstein en performance, mais ramenés au point de consanguinité augmentée, ils sont bien plus gagnants finalement, parce que le schéma, il s'évalue comme ça. Finalement, il faut l'évaluer sur un niveau de diversité. Donc, vous avez raison que ça peut être un souci si on pousse trop fort. Après, il y a toujours moyen aussi de pousser, à plus on met de caractères et moins finalement on perd de diversité. C'est aussi l'idée de sélectionner sur indice plutôt que de sélectionner sur des caractères individuels où là, on va maintenir finalement plus de diversité. Donc, si je comprends bien, enfin si j'ai bien compris, c'est une histoire des géniteurs en fait. C'est les géniteurs qu'on va apporter dans l'équation.
si Ouais. on met toujours le même géniteur, en fait, c'est là où on risque de réduire la diversité, alors que si on varie les géniteurs dans le programme de sélection, là, on n'a pas trop de risques, quoi. C'est ça? C'est ça. Et l'intérêt finalement de la sélection génomique, c'est qu'on peut en évaluer beaucoup plus au même prix. Donc en fait, souvent les gens ont juste dit, bah, moi je veux continuer à réduire les coûts, mais j'ai déjà beaucoup réduit les coûts alors que ça me coûte moins cher de les évaluer. Si vous travaillez en plante avec des testeurs ou des choses comme ça, c'est plusieurs années, alors que là on peut avoir très vite, même si le CD n'est pas très bon, on peut déjà avoir très vite une idée de potentiels candidats. Donc on peut en mettre plus. Et c'est ça, c'est qu'il faut ajuster les coûts. C'est-à-dire que ça nous coûte moins cher, certes, mais pour autant, il ne faut pas continuer à tirer les coûts vers le bas et profiter de cette opportunité pour proposer plus de candidats qu'on fait rentrer dans le schéma. Ok, merci. De rien. Merci. Gwendal, si tu peux remettre le lien de la thèse pour tout le monde dans le fil de discussion, ça sera très bien parce que certains le demandent, la thèse de D'accord. mercredi pour en savoir plus. Et moi, je voudrais peut-être finir là, parce que sélection génomique, ça me fait penser à édition génomique. Et Marie Ouais. Baudeux vient d'arriver et du coup, ça m'y fait encore plus penser. Donc, où en est le débat sur les NGT en génétique animale? Pour l'instant, c'est pas autorisé. Alors Ok. après, si on me demande, moi je trouvais que ce ne serait pas une mauvaise chose. Après, mais ça, chacun son idée. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas encore autorisé. Mais le débat est posé effectivement. Enfin, toute la question porte aussi sur le fait que les génomes édités sont-ils considérés comme des OGM ou pas, quoi. Et là, pour l'instant, ça a été statué que ça reste des OGM, donc ça reste interdit. Mais tout le débat tient à ce fil-là, finalement, au même titre que pour les plantes, hein. Je pense qu'il n'est pas foncièrement différent. Moi, alors très personnellement, euh, je trouve qu'on aurait exactement le même problème de diversité qu'on pourrait avoir, enfin, qu'on a actuellement. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir éditer 1 milliard de taureaux. Or, nous, nos populations, c'est des populations, c'est pas une variété qu'on va croiser avec une autre variété, c'est plein d'individus qui se croisent. Imaginons que j'ai dit 3 taureaux, bah, je vais devoir utiliser massivement ces 3 taureaux dans mon schéma. Et du coup, je me confronte au-delà de toute conséquence que ça pourrait avoir sur la santé ou que ça, là, je suis pas compétent pour répondre, mais d'un point de vue diversité, pour moi, ça serait une aberration de revenir à très très peu d'individus parce que ça réduirait énormément la diversité génétique ensuite disponible, parce qu'on passerait tout par ces 3 taureaux. Donc pour moi, c'est une aberration de ne serait, enfin, déjà de ce point de vue-là, d'un point de vue diversité, et en plus on montre bah, qu'avec les ressources génétiques anciennes ou en prenant des races externes, on n'ira pas plus vite parce que nous, on n'édite pas et on crée une nouvelle variété, c'est qu'il va falloir le recroiser, des backcross. Donc, on aura de toute façon ces temps de génération. Donc, oui, avant d'avoir la mutation d'intérêt, juste celle-là dans un fond génétique voulu, oui. Mais, euh, mais en croisement, on peut aller relativement vite aussi. C'est ce qu'on a montré en 2 générations. Par exemple, dans le cas de Naïf, on arrivait à combler le retard et à intégrer les caractères qui nous intéressaient. Donc, il y a débat. Euh, voilà, c'est à voir. On organise en fait. Dans le cadre de la Graduate School Biosphera de l'Université Paris-Saclay, moi, je coordonne avec ma collègue Christelle Oncle le programme thématique sur les sciences de l'animal pour l'université. Et on va organiser avec nos collègues des sciences du végétal, donc Patrick Loff et Xavier Aubrio, une journée sur l'édition des génomes. Et il y aura débat, donc on va faire intervenir des gens des sciences sociales, des philosophes, des gens qui font de la technique, vraiment du pur moléculaire, des gens qui sont plutôt dans la sélection, dans l'agriculture. Essayer de comprendre un peu, démêler un peu en quoi, qu'est-ce que ça pourrait apporter ou pas, et quels sont les points d'attention à porter. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus faut pas éviter le débat parce qu'il va revenir à un moment ou à un autre. Donc, je pense qu'à le fuir, on risque de se le reprendre. Donc, on Oui. organise quelque chose qui aura lieu le 25 janvier, en fait. Je peux vous laisser l'information si vous le souhaitez. Ah oui, ça peut être intéressant. Et Aurélien, tu veux reprendre la parole là-dessus? Si tu nous dis que les générations sont bien plus longues en espèces fruitières, qu'en quoi? Qu'au niveau Non, animal? je réagissais par rapport à ce qu'il disait sur le fait d'avoir en 2 cycles, on peut amener un caractère qui nous intéresse. Nous, sur espèces fruitières, on est vraiment limité par la durée des cycles de sélection, en fait. Donc, voilà. C'était juste pour réagir par rapport à ça. Mhm. Ok, parfait. Bernard Roland, je te laisse la parole, Bernard, même si tu n'es pas arrivé en tout début, mais tu vas bien nous faire une petite conclusion de tout ça, au pied levé. Punaise, c'est la tuile, ça. C'est le jour où j'avais dit que j'allais pas parler, hein. Ouais, mais c'est pour ça, j'ai vu ton nom, j'ai dit, il faut qu'il parle, Bernard. Non, non, mais Un breton qui fait aussi de la sélection céréales. Qu'est-ce que tu penses oui. du coup de... Bon, c'était peut-être pas tout l'exposé de Gwendal, je crois, mais
Si, mais Qu'est-ce que c'est. ça Enfin, t'évoque comme lien pour le. Enfin voilà, si tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que ça t'évoque par après, il faut rapport au végétal? que. Il y a l'idée qu'il faut produire quand même, quoi. Faut pas perdre ça de vue. Enfin, mais la particularité, enfin, c'est sur ces races à petit effectif, c'est que il y a le professionnel et l'amateur alors, qui se mélangent ou qui s'épaulent ou qui peut-être des fois même se concurrencent. Mais l'idée, c'est que, enfin, c'est déjà bien que les ressources génétiques, elles soient très largement partagées. Ça limite les risques qu'elles disparaissent. Ça, c'est super important. Et après, ouais, c'est de voir, enfin, comment on peut, ouais, comment est-ce qu'on peut arriver à, enfin, à produire, enfin, est-ce que ça va nous aider à produire avec sans intrants chimiques, quoi? Est-ce que, enfin, est-ce qu'il y a une partie de la réussite de l'agroécologie? Enfin, il y a sûrement une partie, mais est-ce que c'est une grande partie ou est-ce que, enfin, sans doute ça rentre dans un ensemble pour avoir une agriculture agroécologique qui fonctionne, quoi. Mm. Ok, merci Bernard. Et quelqu'un d'autre là à qui je vais demander au pied levé, c'est Frédéric Rey. Itab, serait dans quoi voilà, toi qui es aussi très végétal à la base et qui maintenant voit ça de plus haut en intégrant l'animal, là, tu vois bien là, en génétique, tu as 2 mots à nous dire là-dessus ou sur la Euh, sélection? bon, déjà, merci pour ça. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est compliqué de dire que j'intègre l'animal parce que j'y connais pas grand-chose. Et justement, il y a les questions qui ont été évoquées. C'est déjà et qui m'interpellaient, c'est finalement est-ce qu'on peut dépasser la question de la race en fait. Et ce que je comprends du débat, c'est que c'est pas si simple, qu'il y a plein de verrous, on peut dire ça comme ça, qui interviennent, dans ce que j'ai compris, ne serait-ce que déjà pour valoriser les animaux, hein, c'est Jérôme, tu disais derrière, après il faut trouver quelqu'un qui puisse prendre les veaux, etc. Donc voilà, c'était finalement là par rapport au... J'avais ça en tête, notamment quand tu présentais par rapport à la question de la reconception au début, là, les différentes substitutions, etc. Et finalement, j'ai l'impression que c'est compliqué d'aller dans la reconception dans la mesure où il y a beaucoup, beaucoup de verrous qui viennent par là. Donc, je ne sais pas si tu veux bien revenir un petit peu sur ces aspects-là, si c'est possible. Ouais, bah, c'est sûr que cette notion de race, elle est extrêmement importante. En fait, c'est des questions sur lesquelles on travaille. Alors, on a un groupe de discussion qui a été monté à l'initiative de Julie Labattu, donc en sciences de gestion, et Elsa Berthet, pareil, dans SHS, pour la partie végétale. Et on réfléchit de manière commune entre sociologues et généticiens sur cette notion de race, sur les catégories du vivant, en fait. Comment est-ce qu'on met une valeur sur la diversité du vivant? Donc, c'est vraiment des approches un peu différentes de ce que je fais classiquement. Je travaille avec les gens de l'école des mines aussi, en sociaux. Et, euh, et on voit que finalement, il y a vraiment j'ai une collègue, Éléonore Charvoilin aussi, qui travaille pas mal là-dessus. On a une notion de. Comment dire? C'est une vraie valeur patrimoniale. Les gens sont pas prêts à lâcher ça. On a nos images d'Épinal, si je puis dire, de nos Mm. vaches dans les prés, puis c'est tel type de vache et c'est pas une autre. On a finalement le symbole de la France, c'est la poule gauloise. Donc c'est une gauloise, c'est une Bresse, hein, voilà. Enfin, et effectivement, c'est très compliqué parce que je pense aussi que les gens qui ont mis pendant des années, parce qu'ils n'avaient pas forcément d'aide, mais qui par passion ont maintenu ces races-là, voient d'un très mauvais œil le fait que certains viennent leur piquer le fruit de leur travail finalement pour le mettre en croisement sur leur race commerciale et finalement qui va complètement dévaluer tout ce qu'ils ont mis en place pour maintenir leur race qui leur a coûté extrêmement cher. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, Mm. c'est pas qu'ils veulent garder ça et qu'ils sont juste ringards ou que sais-je. Je pense qu'il faut voir tous les points de vue. Et ça, je comprends que ces gens-là ont investi beaucoup. Et au même titre qu'on a mis en place les accords de Nagoya pour le partage juste et équitable des ressources génétiques au niveau plantes et animaux, hein. C'est dans le cadre de la CBD, de la Convention sur la biodiversité, là, des 92. Et ça, on le fait entre pays, en disant bah, on ne peut pas exploiter, on ne peut pas breveter le vivant, on ne peut pas exploiter la diversité d'un autre pays si on ne le rétribue pas à sa juste valeur. Et ben en France, c'est pareil, finalement, le mec qui va faire de la Holstein, à qui on va dire bah, écoute, quelqu'un qui avait une race bretonne, on n'a qu'à prendre les races bretonnes. Il y a un gène très intéressant sur la couleur de ton lait, on va le mettre sur la Holstein, et puis comme ça, on a réglé le problème. Et il Mm. reste quoi aux gens qui se sont démenés pendant des années pour maintenir ces races-là contre vents et marées? Bah, pas forcément grand-chose.
Alors certes, c'est pour ça que je dis qu'il faut aussi construire un tissu économique qui permette de maintenir cette agriculture. Et ça, c'est pas le travail le plus simple, hein. Enfin, en tout cas, je serais très content d'y participer, mais je sais que voilà, ça nécessite de mobiliser un peu plus haut, quoi. Voilà, pour que ça puisse pas tomber. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas si simple, c'est pas si manichéen, il n'y a pas les anti et les pour, c'est que il y a des gens qui ont investi, il y a des gens qui veulent produire parce qu'ils veulent vivre aussi, et c'est normal qu'ils vivent de leur élevage, et ça doit évoluer. Une race, c'est pas fixe, hein, ça a été dit tout à l'heure, très justement. Voilà. Où est le juste milieu, je sais pas, mais voilà. Et si voilà, c'est ce qui nous permet d'avoir la diversité à l'heure actuelle, c'est que les gens ont conservé tout cet ensemble de diversité dans plein de petits paquets différents, ce que je montrais au début finalement. Si on remélange tout, cette histoire de est-ce qu'il vaut mieux conserver ce grand débat en écologie quand on fait de la conservation, une seule grande population ou plusieurs petites, ça va dépendre. Je vais faire une réponse à la normande. En tout cas, merci pour cet éclairage. Merci. Merci. Florence, tu avais une question de spécialiste, mais je te laisse te présenter aussi. Ah, oui, voilà. On t'entend là. La cryoconservation, sur comment? Sur la sélection génomique à partir d'embryons, c'était ça? Non? Oui, oui. Oui, je pense que en fait Gonal a répondu après, mais bon, c'était plutôt parce que tout à l'heure là, donc il parlait. J'ai pas mis ma caméra, pardon. Je sais pas si elle passe. Voilà. Si c'est bon, ça C'est y est. bon. Je suis pas du même côté parce que j'ai deux écrans. Je suis désolée. Ouais, non, c'est bon. Et après, je peux vous mettre de l'autre côté. Voilà, c'est ça, comme ça je regarderai en face, je ne me vois pas. Oui, non, ma question, c'était, vous avez parlé tout à l'heure, la sélection génomique qui prenait du temps, etc. Et bon, moi, je travaille sur la cryoconservation d'embryons, mais sur les techniques à mettre en place sur différentes espèces. Et ça fait quand même pas mal de temps qu'on a travaillé sur la cryoconservation d'embryons bovins et on va dire des biopsies sur ces embryons pour après mettre en place de la sélection génomique sur le terrain. Mais vous l'utilisez? C'était ça en fait ma question, parce que tout à l'heure Ouais. vous avez dit que ça mettait du temps pour avoir les différentes générations, etc. Fallait les filles, mais on peut gagner des générations avec ça. Ça se fait pas sur le terrain, je pensais. Si, en fait, on gagne du temps en génération, mais il n'empêche qu'il y a quand même une gestation qui fera 9 mois sur un bovin, et ça, c'est incompressible. Et dès lors qu'on veut croiser, mais on fait de la sélection génomique, c'est-à-dire qu'on va choisir lequel on veut mettre, donc on gagne un petit peu du temps. Et c'est vrai que là, maintenant, on fait de la mouette, enfin, on a, on va booster l'ovulation, en fait, et on va retirer beaucoup d'ovules, on va féconder, et on va faire de la pose après d'embryons sur des mères porteuses. Du coup, ça va énormément booster aussi. Pourquoi? Parce que avant, la sélection était principalement sur la voie mâle, via le sperme, et dans un schéma de sélection, une femelle ne donnait qu'un descendant. Or, maintenant, avec ces techniques d'ovulation multiple d'insémination in vitro, ça permet finalement de pousser aussi sur la voie femelle, ce qui est quelque part quelque chose qui va permettre d'aller plus vite, mais qui va en contrepartie permettre aussi, va avoir comme conséquence néfaste de réduire d'autant plus vite la diversité génétique parce qu'on fait une sélection beaucoup plus forte au final. Parce que les bons vont arriver, voilà, c'est juste le schéma. Donc, on a fait un papier là-dessus, pareil avec ma précédente étudiante, Charles Doublès, sur l'utilisation de ces techniques finalement de bination multiple. On a fait des simulations sur la diversité. Et en fait, ça reste jouable si on maintient un schéma d'une taille raisonnable. Dès lors que c'est un peu trop petit, en poussant très fort là-dessus, on va en plus réduire d'autant plus vite la diversité génétique au sein de la population. Mais oui, c'est maintenant dans les grandes races, enfin, je dis bien dans les grandes races laitières, c'est couramment utilisé. Donc Holstein, Montbéliard, en bovin, c'est beaucoup moins le cas ailleurs. Après, les embryons, on sait maintenant effectivement utiliser les embryons. À la cryobank, on a des embryons. Enfin, il n'y a aucun souci. Ah oui, ça je sais, oui, tout à fait. Mais c'est essentiellement en bovin, parce que le petit ruminant, ça coûte un peu trop cher. C'est ça. C'est clair. Ouais. Merci. Avant de passer, merci, ouais, merci Florence. Avant de passer la parole à Rémi, là, moi, je suis quand même assez étonnée que toutes ces techniques soient permises en bio. Il n'y a pas de débat là-dessus? Ah, je ne sais pas si elles sont permises en bio. La sélection génomique, à la limite, ça, c'est pas gênant, je dirais, puisque sélection génomique, c'est simplement qu'on va évaluer le candidat en faisant une prise de sang et on regarde l'ADN. Et au lieu de le laisser grandir, et ben non, finalement, j'en veux pas, je le dégage, et ben on le fait plus tôt. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et c'est juste que ça raccourcit. Donc ça n'a sélection génomique, on ne fait pas d'intervention sur le génome. On est vraiment sur, ça me permet de faire un tri plus rapide. Ouais, Par mais contre, même ça. euh, bah,
Même ovulation multiple, enfin, tout ce que Bah, Cryo. ça, par contre, ovulation multiple, c'est un peu, c'est différent. Ça, par contre, parce que là, je pense pas que ça soit autorisé, parce que dans ce cas-là, ça nécessite une stimulation hormonale. C'est ça. Comme pour une femme, finalement, qui va faire une FIV, hein. C'est exactement. C'est peu ou prou la même chose, hein. Donc, on va avoir donc ça, effectivement, en bio, je ne pense pas que ça soit autorisé. La sélection génomique, c'est simplement un tri. C'est simplement le fait de choisir lequel va être gardé ou pas gardé. Et ça, finalement, ça n'a pas d'influence, finalement, sur l'animal, hein. C'est juste de dire, bah, le père, ça sera celui-là, plutôt que d'attendre 5 ans avant de dire, bah, le père, ça sera celui-là. C'est que dès qu'il est en âge de procréer, il peut procréer. Mais la manipulation hormonale, la synchronisation des chaleurs, ces choses-là, par contre, ne sont pas autorisées, à ma connaissance. Rémi et Jérôme vont peut-être témoigner là-dessus, je sais pas. Rémi? Moi, c'était pour revenir sur un point précédent, concernant le groupe de discussion là, sur les notions de race, de variété dont vous parliez auparavant. C'est un groupe informel interne aux instituts ou c'est quelque chose qui a donné lieu à des publications ou qui est formalisé d'une autre manière? Alors, sur la notion de race, il y a un papier qui est sorti par Éléonore Charvolin-Lemaire l'année dernière dans la revue française d'ethnozootechnie. Voilà. Et là, actuellement, on est en train d'écrire un article donc, sous l'égide de Julie et d'Elsa qui mènent ce collectif. Donc pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais oui, c'est en cours. Mais il y a un article en français qu'on trouve dans la revue française d'ethnozootechnie sur la notion de race. Et on peut remonter aux origines. Donc, on montre des tableaux où on voit que les races étaient déjà différenciées, par exemple sur des chiens, des choses comme ça. Donc il y a vraiment eu très tôt une sélection où les individus étaient choisis. Je garde celui-là, pas celui-là, etc. Voilà. Ok, merci. Et Jérôme, tu voulais prendre la parole, il me semble. Ouais, c'était juste pour confirmer qu'en bio, on n'a pas le droit aux hormones ni à la manipulation des embryons. Par contre, oui, sur la sélection génomique, moi, je l'utilise. Je fais comment on appelle ça? Je fais à la naissance un prélèvement de cartilage pour en fait sélectionner les animaux les plus performants. Et en plus, on peut, à partir de l'échantillon du tank, on peut savoir quel type d'animaux, enfin, quelle vache fait des cellules ou pas dans notre tank sans avoir un prélèvement individuel. Donc, ça permet de gagner du temps et un peu d'argent.